tous, bonsoir Isabelle Tassignon. Ce soir, nous avons le plaisir, l'honneur et le privilège même de se faire présenter la fondation Gandur pour l'art, qui est une fondation basée en Genève, en Suisse, et dont Isabelle Tassignon, ici présent, est la conservatrice spécialisée dans l'archéologie et l'ethnologie, et qui va nous faire une présentation globale peut-être, une première approche de la fondation, et puis parler de son département. Et Isabelle Tassignon est aussi très investie dans les problématiques des objets orphelins, qui sont ces objets qui circulent sur le marché de l'art et qui n'ont pas de provenance avérée, provenance présente. Et cette problématique est assez complexe, et Isabelle Tassignon va venir nous parler de tout ça. Isabelle Tassignon, oui. Merci d'être venue, et je te laisse la parole. Mais c'est moi qui te remercie, Anthony, de m'avoir invité pour parler pour la première fois, non pas d'archéologie, mais plutôt d'ethnologie. Je vous propose d'abord de faire une présentation générale de la collection de M. Gandur, et ensuite de partager peut-être avec vous quelques petites nouveautés à propos d'une statue qui nous vient des îles Salomon, et qui est bien connue des Parisiens, puisqu'elle est la première fois qu'elle a été exposée, c'était à Paris en 1936, et qu'elle est arrivée dans nos collections il y a peu de temps. Et enfin, bien, je vais vous parler de l'implication de la Fondation dans les questions d'œuvres orphelines et de recherche de provenance. Et alors, chemin faisant, j'aurai probablement l'occasion d'évoquer la spécificité de mon travail de conservatrice, d'archéologue, puisque je suis archéologue, je fais de l'archéologie classique à la base, donc de conservatrice d'une collection qui est en main privée, ce qui compte à peu près 3500 objets, plutôt artefacts. Elles ont été rassemblées par M. Gandur depuis plus de 40 ans. Et elle couvre 5 domaines. Alors, elle couvre 5 domaines. La collection d'archéologie, c'est la collection principale, et c'est vraiment le cœur historique de son âme de collectionneur, en fait. Donc, il y a à peu près 1150 objets d'archéologie qui se répartissent en archéologie égyptienne. Ça, c'est le cœur du cœur de la collection d'archéologie, puisque c'est ce qu'il a commencé à collectionner au tout début de sa passion de collectionneur. Et puis, chemin faisant, il s'est intéressé à d'autres choses, l'archéologie classique, donc Grèce, Rome et Proche-Orient. Et c'est de cette partie-là, Grèce, Rome, Proche-Orient, que je m'occupe. Et puis, il y a l'autre gros morceau de sa collection, c'est les beaux-arts. Alors, c'est une collection de tableaux, de peintures, principalement la seconde école de Paris et les mouvements qui ont suivi. Donc, une collection de tableaux qui va de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux les années 90. Donc, ça, c'est aussi à peu près 1100 tableaux qui, eux, sont très régulièrement présentés. Et peut-être avez-vous vu à l'automne dernier une exposition de sa collection, d'une petite partie de sa collection à l'Institut de France. Alors, à côté de ces deux grandes parties, il y a une collection d'art décoratif qui comprend à peu près 400 œuvres. Donc, c'est des meubles, de la statuaire, des faïences, des majoliques, des horloges. Il a récemment, la plus récente de ses collections, c'est une collection d'art africain contemporain et de la diaspora. Et enfin, last but not least, il y a la collection d'ethnologie, dont je suis également la conservatrice. Alors, sous le chapeau ethnologie, finalement, il y a des choses très différentes. Il y a de l'archéologie précolombienne, qui peut-être trouverait mieux sa place sous le chapeau archéologie, mais bon, voilà, elle se trouve en ethnologie.
Et puis, il y a la collection d'art tribal océanien qui, lorsque je suis arrivée à la Fondation en 2015, ne comptait qu'une seule œuvre et qui en compte maintenant 85. Donc, on peut dire qu'en 8 ans et demi, j'ai fait accroître sensiblement cette collection. C'est encore une petite collection, mais elle est en devenir et elle s'accroîtra probablement dans les prochaines années. Et donc, comme je m'occupe de ces deux domaines, archéologie classique et ethno, j'ai essayé, lorsque je conseillais M. Gandur pour ses achats, de trouver des fils rouges dans les collections pour qu'on n'ait pas des collections qui filent un peu dans tous les sens. Et donc, j'ai essayé de suivre ces fils rouges. Et très rapidement, il m'est apparu qu'un des fils rouges majeurs qui traversait tant l'archéologie égyptienne que l'archéologie classique ou proche-orientale et aussi l'archéologie précolombienne et l'art tribal océanien, c'était finalement les dieux, les rituels, tout ce qui permet les instruments en fait, de médiation entre les hommes et les dieux. Alors ça, c'est un élément vraiment important qui traverse nos collections, mais ceci dit, les dieux n'épuisent pas la variété de ces collections. Par exemple, pour l'archéologie, nous avons aussi une autre catégorie d'objets que moi j'avais appelée dans la publication que j'ai réalisée il y a un an de sa collection d'archéologie, les deliciae. Donc, mot latin qui désigne les délices de collectionneurs, en fait des objets, des types d'objets qui étaient déjà appréciés des anciens, des Romains, et qui continuent à être recherchés par les collectionneurs qui s'intéressent à l'Antiquité. Donc ça, c'est un autre de ces fils rouges pour la collection d'archéologie. Pour l'ethno, et particulièrement pour l'art tribal océanien, on pourrait dire qu'il y en a un autre, c'est les insignia regalia, donc les signes royaux, les symboles royaux, les symboles de haut statut, qui sont généralement des objets qui ont appartenu à des chefs, à des cheffesses, rois et reines du monde océanien. Encore une petite précision, la collection d'ethnologie, on essaye d'avoir des objets qui viennent un peu de partout en Océanie. La seule terre dont nous ne voulons pas collectionner d'objets parce que c'est un monde en soi, c'est l'Australie. Donc il n'y a pas d'objets australiens dans notre collection. Alors, une autre précision, c'est que bien que ces objets appartiennent à un collectionneur privé qui certes a créé une fondation, ces objets ils sont inaliénables. Donc, ils ne peuvent pas être revendus et exactement comme ils le seraient dans une institution de type musée, en fait. Alors, mon travail, finalement, il se partage entre conseils à M. Gandur lorsqu'il y a des ventes, mise en valeur des objets, étude des objets. Et alors, surtout pour l'archéologie, il y a tout un volet de recherche de provenance rétrospective sur des objets qui ont été acquis il y a 40 ans. Donc ça, c'est vraiment une part importante de mon travail et de celui de mon collègue qui s'occupe de l'égyptologie. Alors, pour ma part, j'ajoute à cela une réflexion générale sur les objets orphelins, les objets sans provenance, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, qui dit collection privée dit généralement dans la tête de certaines personnes objets, collections qui ne sont visibles que par quelques happy few, par les amis du collectionneur. Or, M. Gandur, quasi depuis le début de sa collection, il a eu à cœur de faire partager sa collection au plus grand nombre. Et donc, il a créé une fondation en 2011 avec l'idée que cette fondation soit en fait le moyen de partager plus facilement ses collections. Et donc,
Bon, il a toute une équipe de conservateurs qui travaillent pour lui. Nous sommes 6 conservateurs plus les conservateurs adjoints, avec chacun nos domaines de spécialité. Et par exemple, nous mettons en ligne toute notre collection sur notre site web. Alors, toute notre collection, non, pas tout à fait. Ça se fait progressivement. L'idée, c'est que tout soit en ligne dans les prochaines années. Pourquoi? Bien, d'abord, évidemment, pour que tout un chacun puisse voir ce que nous avons, mais aussi, en tout cas pour l'archéologie, dans un esprit de transparence vis-à-vis des pays sources. Donc, tout pays source peut voir les objets que nous avons. Nous, les pédigrés, donc la biographie des objets, nous l'affichons en ligne. Et donc, s'il y a des demandes de restitution, voilà, les pays sources peuvent se manifester. Alors, nous faisons également, nous prêtons également beaucoup pour des expositions, et notamment la statue des îles Salomon dont je vous parlerai tout à l'heure, eh bien, elle est présentée pour la première fois à une exposition qui a lieu à la Fondation Opale dans le Valais. Alors, vous savez que la Fondation Opale, c'est une fondation qui a été créée par Bérengère Prima, qui est la plus grande collectionneuse d'art aborigène australien. Et donc, Bérengère Prima a voulu présenter 26 œuvres de sa collection d'art aborigène face au choix de 26 personnes qui comptaient dans le monde de la culture en Suisse. Et donc, M. Gandur a eu le privilège d'être sélectionné parmi ces 26 personnes. Et donc, il a choisi cette statue des îles Salomon pour la faire rimer avec une œuvre d'art aborigène. Alors, ça, c'est les prêts à des expositions, c'est vraiment un élément important de sa politique de diffusion. Il y a également des publications scientifiques à travers notamment des catalogues raisonnés de nos collections. On a publié une partie de la collection des arts décoratifs, 2 volumes de la collection des beaux-arts ont été publiés. Un volume a été consacré en 2014 au bronze égyptien et nous avons publié l'année dernière un double volume consacré à l'archéologie classique. Alors, mes collègues et moi, nous publions également, et ça fait partie de notre politique de diffusion, des œuvres du mois. Donc, les œuvres du mois, c'est à tour de rôle, les conservateurs choisissent un objet, celui qui leur plaît en fait, et publie un texte de bonne vulgarisation, et ce texte est publiable en ligne et il est évidemment aussi utilisable par tout un chacun, par des étudiants. Et moi, personnellement, mon objectif, c'est de donner faire un bon point de la question sur tel ou tel objet avec une bibliographie à jour qui peut être utilisée, encore une fois, par des étudiants. Mais aussi, l'idée, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de partager mon enthousiasme pour les objets, en me disant, voilà, les objets, c'est souvent des objets inédits, qu'il faut en fait libérer et lâcher dans le monde et dont il faut parler parce que tous ces objets, ils ont quelque chose à dire. Donc voilà, j'essaie de donner à mes œuvres du mois un ton qui donne envie de le lire. Alors, ces œuvres du mois, eh bien, ça me donne le temps de l'étude, le temps où je travaille à ces sujets, le sentiment fugace, mais d'être la spécialiste peut-être mondiale de sujets aussi pointus que l'arrêt à aiguillon en pays maya ou l'axolotl au XVe siècle dans les lacs du Pérou. Donc c'est très motivant en fait. Donc, et donc je vais vous parler de quelques objets d'art tribal océanien
que j'ai étudiées à l'occasion d'œuvres du mois. On peut passer. Alors voilà une de ces œuvres du mois, donc ça se présente comme ça. Et puis il y a tout un texte. Et là, j'avais travaillé sur une raie à aiguillon que nous avions, une petite raie et qui était précolombienne. Hein. Parmi ces objets d'art tribal, probablement la pièce qui m'avait le plus intéressée au tout début de mes œuvres du mois, c'était ce masque cavate qui m'avait intéressée par son allure, par son aspect, par son côté drôle comme ça, et donc qui nous vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de l'île de Nouvelle-Bretagne et plus précisément encore de la péninsule de Gazelle, un masque du XIXe siècle, donc qui en fait représente un esprit de la forêt et qui est réalisé dans des matériaux finalement très simples, hein, du tapas peint en noir et rouge. Alors, autre masque tout aussi intéressant qu'Anthony connaît bien, c'est un masque qui nous vient du Vanuatu, un masque rome. Il nous vient de l'île d'Ambrim et probablement du village de Fanla. Ce qui m'avait intéressé dans ce masque, c'est qu'on connaît très précisément sa biographie. On sait qu'il a été fabriqué en 1955 ou 56, donc ce n'est pas un masque très ancien, mais qu'il a été fabriqué par quelqu'un qui est connu par ailleurs, qui s'appelle Tainmal. Et Tainmal, c'était la personne qui occupait dans des groupes d'initiés de ce village de Fanla la position la plus élevée. Et donc, il commanditait des masques ou d'autres objets en lien avec le rituel. Et on a des productions, des pièces commanditées par Tainmal, notamment au Metropolitan Museum. Et Tainmal avait commandité ce masque rome pour Pierre Antonio, qui était commissaire résident français aux Nouvelles-Hébrides. Donc un objet finalement très beau, très complexe, avec des matériaux extrêmement variés, qui sert dans le cadre d'une initiation et dont on connaît très bien la biographie. Alors là, on passe à la Nouvelle-Calédonie. C'est un costume à masque de deuilleur Apuema. À nouveau, un objet, un costume qui m'avait séduite par évidemment sa grande qualité, parce que des costumes à masque de deuilleur, on n'en conserve pas d'aussi complets. Généralement, on n'a que le masque en bois, et parfois on a des éléments du tidi, c'est-à-dire la partie supérieure en tapas avec encore un peu des tresses, des dreadlocks en cheveux, mais celui-là est particulièrement bien conservé. Et à nouveau, ce qui est intéressant dans ce document, c'est sa biographie. C'est-à-dire qu'on sait exactement à qui l'a ramené de Nouvelle-Calédonie. C'était le capitaine Lesdos. Alors, on a des informations sur ce capitaine français qui a fait une partie de sa carrière en Nouvelle-Calédonie aux alentours de 1860. Et l'objet est revenu, il est resté dans la famille, puis il a été vendu à une galerie et nous l'avons acheté. Alors, un document, un type de masque tout à fait intéressant, donc par déjà sa complexité, la variété de ses matériaux. On a du bois, on a du noir de Bancoul pour colorer en noir cette face. On a du tapas pour la partie supérieure de la coiffe, donc cette écorce battue. On a des plumes du pigeon de Nouvelle-Calédonie qui s'appelle le notou. Et puis surtout, on a ces cheveux humains qui sont tressés en dreadlocks et dans lesquels on va insérer des poils de la chauve-souris de Nouvelle-Calédonie, la roussette.
Donc ces cheveux, ils viennent, ils sont coupés en fait sur la tête des deuilleurs. Les deuilleurs, donc, qui sont ces hommes qui appartiennent à la famille de chefs Kanak, qui, lorsqu'il meurt, bon, eh bien, les hommes de sa famille vont porter le deuil, ils vont se laisser pousser les cheveux très longtemps jusqu'à la décomposition du corps du chef défunt. Et puis, une fois que les funérailles sont terminées, donc des mois ou des années après, les cheveux sont coupés, ces longues tresses sont coupées, et donc on réalise ce costume à masque que les deuilleurs peuvent porter. Et on sait que les premiers Français qui ont découvert ces deuilleurs en Nouvelle-Calédonie ont trouvé que c'était vraiment affreux. Et il faut dire aussi que les gens qui portent ces costumes à masque effrayaient en fait les femmes, les enfants. Et donc, voilà, c'était des personnages un peu effrayants qui en fait manifestaient la présence de l'ancêtre, du chef défunt. Alors, nous avons vu là trois exemples qui finalement peuvent se rattacher à l'idée donc des masques qui se rattachent finalement à l'idée de lien entre l'homme et les puissances divines, qu'il s'agisse d'ancêtres ou de puissances surnaturelles. Alors maintenant, on passe plutôt à la catégorie des objets royaux en lien avec des chefs, des cheffesses. Et nous avons ici un magnifique éventail, taillis, qui nous vient des îles Marquises et plus particulièrement de l'île de Tatanua. Tatanua, c'était l'île qui était réputée pour la qualité du tressage des palmes d'éventail. Et donc, la palme, elle est d'un tressage extrêmement serré, extrêmement fin, et on voit que c'est un objet qui a vécu. Vous voyez qu'il y a comme des coutures, donc on l'a réparé plusieurs fois. C'est normal parce que c'était des objets qui étaient finalement des symboles royaux, je reviendrai sur cette question après, mais qui étaient passés, transmis de génération en génération. Alors, cet objet-là, il n'est pas parfait et en même temps, alors c'est une impression personnelle, mais je trouve qu'il est encore plus beau avec le petit défaut qu'il a, c'est que sur la bande sommitale de la palme, vous voyez qu'il y a une petite encoche en V. Bon, en fait, c'est une lacune, c'est une déchirure qui n'a pas été réparée. Et en fait, je trouve que l'objet, comme ça, il est encore plus aérien, en fait. Et donc, ces objets, on sait aussi, par les témoignages de Max Radiguet, notamment, qui a voyagé, qui a accompagné l'amiral du Petit Thouars aux îles Marquises au milieu du XIXe siècle, que c'était l'attribut des rois, des chefs. Et alors, on a beaucoup de témoignages de Max Radiguet, et notamment, il y en a un qui évoque le roi rebelle de Nuku'iva, Pakoko, qui est condamné à mort. Et donc, ces juges lui annoncent sa sentence, et alors, bon, déjà, il salue avec son éventail blanc. Et au moment où il va être fusillé, son dernier geste, c'est à nouveau de lever son éventail en signe de résistance, en fait. Et donc, ces objets sont vraiment associés à l'idée du roi et aussi de la reine, parce que vous avez une représentation, alors je ne me souviens plus du nom de la reine en question, mais Pierre Loti a fait un dessin de la reine, d'une reine des Marquises avec un éventail similaire. Alors, je dirais encore que cet éventail, il est beau par sa palme, par sa forme, il est aussi beau par son manche qui est extrêmement travaillé, extrêmement raffiné.
et qu'il comporte deux groupes de tiki, hein, ces petits personnages qui sont ici adossés. Et ces tiki, qui sont en fait des dieux, donnent à l'éventail toute sa puissance, en fait. Hein. Donc, ce sont des objets qui deviennent vraiment chargés de puissance divine. J'ajoute que la technique du tressage, elle s'était perdue, hein, puis ce sont des objets qui sont d'un tressage extrêmement complexe, qui étaient fabriqués par des spécialistes, et que cette fabrication, elle se faisait en grand secret. Et le musée du Quai Branly, en tout cas les chercheurs du musée du Quai Branly, ont utilisé l'imagerie médicale, notamment la tomographie et l'imagerie 3D, pour analyser les techniques de tressage sur un certain nombre d'éventails de ce type-là. Et donc on est parvenu en partie à comprendre la manière dont les fibres végétales étaient tressées en partant de la partie centrale de l'éventail. Alors là aussi, un objet très intéressant. Alors je l'avais traité avec tout un ensemble d'armes qui nous venaient des îles Fidji et de Tonga. Alors je ne vous parle que d'une de ces armes, qui est probablement la plus intéressante. C'est une massue du type Ako, mais dans la variété Apa-Apai. Et ce sont évidemment des armes dont on se sert à deux mains. Elles sont très lourdes, très longues. Et ce qui m'a intéressée au moment où je l'ai étudiée, c'est de découvrir dans tout cet entrelacement de droites, de triangles, de zigzags, c'est de découvrir la présence d'éléments figuratifs. Et il y avait notamment un thon que vous voyez là sur le manche, et il y avait aussi une petite tortue et un petit personnage. Or, on sait qu'à Tonga, le thon, le poulpe et la tortue sont considérés comme des incarnations divines, et que c'est d'ailleurs des types d'aliments qui sont réservés aux rois. Et donc, ainsi qu'il y a une massue de ce type-là au Metropolitan avec une petite tortue, et on l'identifie comme une massue ayant appartenu à un roi. Et donc je pense que celle-ci aussi, avec son petit thon et sa petite tortue, pourrait avoir été des armes royales. Autre élément intéressant dont je ne dois pas oublier de vous parler, c'est ce décor géométrique sur ces armes. En fait, il emballe magiquement l'objet. Il lui fournit du mana, il lui fournit cette force supranaturelle que l'on trouve dans toutes ces îles du Pacifique. Et d'ailleurs, il fait écho, les armes ne sont pas les seuls objets à être décorés de ce type de décor. On trouve aussi des paniers tressés avec des décors géométriques similaires. Et cela fait aussi écho aux tatouages corporels. Les tatouages corporels sont de même type. Ces décors géométriques, en fait, ils expriment des lignages. Donc c'est un peu comme une espèce d'arbre généalogique exprimé avec des triangles, avec des lignes. Et donc, ils expriment la haute lignée dont provient le détenteur de l'objet. À nouveau, une pièce de qualité tout à fait muséale, qui est cette armure qui nous vient des anciennes îles Gilbert en Micronésie, donc actuellement les îles Kiribati.
une armure et l'armement, en fait. La seule pièce que nous n'avons pas, et qui est généralement dans les musées présentée avec ce type d'armure, c'est le casque qui est un casque en peau de poisson porc-épic et qui est un casque plus impressionnant que vraiment efficace. Mais bon, on n'en a pas, donc je ne vais pas commenter trop longuement ceci. Je vais simplement vous dire que cette armure, elle est composée d'un maillot de corps particulièrement rugueux, maillot de corps composé lui-même de deux parties. Il y a d'abord une espèce de salopette, et puis il y a un top avec des manches, et puis il y a une dossière rigide qui protège le poitrail, le dos et la tête. Alors, le maillot de corps, il est réalisé avec de la corde de noix de coco, donc qui provient de la noix de coco, et que déjà fabriquer ce type d'armure impliquait qu'on ait les moyens d'avoir autant de noix de coco. Pour une telle armure, il faut à peu près 400 mètres de fil. Et donc, là aussi, la technique de nouage s'est perdue. C'est perdu après l'arrêt des combats singuliers. L'évangélisation a mis un terme à ce genre de combat. Alors, c'était des combats, effectivement, c'était des combats de champions. Donc, le village désignait un champion. C'est un peu comme dans le monde homérique. Donc, on a deux héros qui vont s'affronter et qui ne vont pas aller jusqu'à la mort. Donc l'idée, c'est de blesser. Et vous voyez que le mannequin tient deux armes, une lance et un sabre court, et que dans les deux cas, ces armes sont hérissées de dents de requin. Et Robert Louis Stevenson, qui a séjourné aux îles Kiribati, qui a été l'hôte d'un roi, dit que à l'époque où il a séjourné là-bas, les combats n'avaient plus lieu, mais qu'on voyait encore des gens qui étaient complètement balafrés, avec des balafres au niveau du visage, au niveau des bras, et que c'était un peu les survivants de cette époque où ces combats étaient encore autorisés. Alors, je vais maintenant passer à la dia suivante et à la pièce de résistance de ma conférence, de ma présentation, avec celui que j'ai appelé dans la dernière œuvre du mois, qui est en ligne pour le moment, le géant des terribles Salomon, avec une allusion à ce que Jack London disait des îles Salomon. Il a terminé son voyage, son long voyage dans le Pacifique aux îles Salomon. Il était malade, il avait des tas de problèmes de santé, et donc les îles Salomon ne lui ont pas laissé un très grand souvenir. Donc il les appelait les terribles Salomon. Et en fait, je me suis demandé si je n'aurais pas dû changer mon titre en le géant des îles Salomon qui voulait faire parler de lui, parce que je vais vous expliquer ce qui est arrivé avec cette statue. Donc, c'est un poteau de fêtage que nous avons acquis il y a à peu près 2 ans, qui est bien connu des Parisiens, puisqu'il a été exposé pour la première fois en 1936, et qui nous vient de la province de Makira, et plus exactement de l'île d'Oahu, qu'on appelle aussi, puisque les premiers à découvrir ces îles, ce sont les Espagnols, Santa Ana. Donc, dans la littérature, on trouve tantôt Oahu, tantôt Santa Ana. Alors, on peut passer à la dia suivante. Je crois que j'ai une carte. Voilà, Santa Ana, c'est ce petit îlot, voilà, au sud-est de la plus grande île de San Cristobal,
appelée aussi Makira, et nous sommes là au sud-est de l'ensemble des îles Salomon, en Mélanésie. Voilà, c'est une statue, un poteau de fêtage, qui représente donc un homme coiffé d'un casque colonial. Sur la partie vraiment portante du toit, eh bien, c'est une plaque qui est généralement décorée, enfin qui est ici décorée de 2 croissants de lune imbriqués. Sur les côtés de la coiffe, nous avons 2 poissons représentés tête en bas. Le personnage, donc, il porte toute une série d'ornements, notamment un ornement nasal. Il porte également des parures d'oreilles, et Anthony a eu la gentillesse de me montrer en réalité ce que ces parures d'oreilles sont lorsqu'elles sont travaillées en coquillage. Donc vous voyez les parures d'oreilles avec ici toute une série sur le pourtour de petits trous qui permettent d'y insérer des plumes ou des pendeloques. Donc vous voyez, notre personnage, il a ce type de parure d'oreille. Il a également un grand pectoral, un grand disque sur la poitrine, et des brassards rigides sur le haut des bras. Et tous ces éléments de parure, comme on le voit à travers les bijoux en coquillage, ils ont leur équivalent dans la parure des îles de Makira et de Waraha. Et donc ce personnage, il tient 2 grands poissons dans les mains et il pose sur un petit socle circulaire. J'ajoute que cette statue, elle veut faire parler d'elle parce que quand j'ai commencé à y travailler il y a quelques mois, et Anthony m'a dit, tiens, il y a quelqu'un qui a travaillé, qui a présenté une communication au British Museum, un certain Michael Scott, et regarde, il présente la statue de la Fondation. Donc j'ai eu des contacts avec cette personne, je lui ai envoyé mon texte, il m'a envoyé le sien, et en fait on s'est aperçu qu'on a fait les mêmes découvertes séparément, en même temps, et qu'on dit presque la même chose de cette statue. Alors lui, il a une approche, il est anthropologue, il a une approche plus anthropologique, et moi j'ai une approche plus archéologue. Mais enfin voilà. Et alors il me dit dans son dernier message, c'est étonnant, on dirait que cette statue, elle a vraiment décidé de nous choisir pour faire parler d'elle dans le monde. Alors on n'est pas les premiers à parler de ce poteau des îles Salomon, puisqu'il a déjà été montré à l'occasion d'une exposition en 1936, et puis dans d'autres expositions, notamment à une exposition au musée d'Appert, il y a quelques années. Mais voilà, ce que je vais vous en dire, Michael Scott l'a dit aussi quasi en même temps que moi. Voilà. Donc, passons à la dia suivante, encore l'autre. Voilà. Alors, cette statue, mais sa biographie est bien connue. On sait qu'elle a été photographiée en 1929 par un certain Eugène Paravicini. Eugène Paravicini, c'était un ethnologue qui est envoyé en mission par le musée de Bâle pour faire toute une série d'observations et rapporter des objets. Et donc, Eugène Paravicini la photographie dans le jardin d'un personnage qui est bien connu et qui a été bien étudié par une chercheuse française qui travaille au Quai Branly, je pense, Sandra Révolon. C'est Heinrich Küpper. Heinrich Küpper, c'est un déserteur allemand, un militaire qui décide de s'installer dans les années de 1912, je pense, d'abord à Makira et puis à Waraha. Et il s'installe comme planteur et il épouse la femme la plus riche de Waraha, et donc il va
il va prospérer là-bas et il va défendre la culture salomonienne. Alors, il s'installe là-bas et c'est chez lui que tous les anthropologues, ethnologues qui viennent à Oahu séjournent quand ils passent par cette région-là. Donc il sert un petit peu d'élément de rencontre en fait dans les îles Salomon. Et donc, Paravicini photographie en 1929 le poteau dans la propriété de M. Cooper. En 1933, un autre anthropologue passe par chez Cooper et rephotographie la statue. Et cet anthropologue-là, c'est Hugo Bernatzik, qui est un anthropologue autrichien. Et si on compare les deux images, on voit que d'abord, le contexte n'est plus exactement le même. Là, on est dans une espèce de végétation, de plantation très touffue, et là, on est sur une pelouse. Et surtout, le poteau a été raccourci sensiblement entre 1929 et 1933. Alors, ça, c'est sa première photo à Paris. C'est une photo qui est prise dans le jardin de Charles Raton, à l'occasion de l'exposition surréaliste d'objets. Alors, en tant qu'archéologue, je m'étonnais quand même, si on peut revenir à la dia précédente, de voir comme ça ce poteau de fêtage au milieu de nulle part, ne soutenant plus rien. Donc, il n'est pas en situation primaire, il est hors contexte. Sur d'autres îles voisines d'Oahu, on peut avoir des poteaux de fêtage un peu autour des habitations, mais pas à Oahu. Et donc voilà, je me demandais, tiens, mais c'est pas normal, ça doit venir de quelque part. Et en fait, Michael Scott et moi, on a découvert tous les deux séparément, mais en même temps, qu'en fait, la photo, l'objet, la statue, elle a été photographiée par, non pas Jack London, mais son documentariste, Martin Johnson, lors de leur voyage, ce fameux voyage qu'ils firent en 1908. Et voilà. Alors Martin Johnson décrit dans son récit, voilà, nous sommes arrivés en bateau au bord. Alors il ne cite pas le nom du village. Et nous avons vu cet édifice recouvert d'herbe. Et donc, alors il décrit que c'était une pièce gigantesque, un très grand entrepôt, et qu'il y avait des canoës qui dépassaient. Et alors, il décrit la visite qui se passe un peu plus tard de Jack London et de sa femme. En fait, sa femme ne peut pas entrer dans le bâtiment parce que c'est un bâtiment qui est à bout. Alors, voilà. Donc, intéressant, très intéressant à divers niveaux, à divers points de vue, parce qu'on a là la première représentation de notre poteau de fêtage in situ, dans son contexte, et qu'on voit, si l'on évalue sa hauteur, qu'il était quand même nettement plus grand que sur la photo de Paravicini. Hein. Si on pense que c'est les personnages qui sont à l'avant-plan mesure à peu près 1,70 m, mais on est presque à 5 mètres là pour ce poteau de fêtage. Donc un premier élément intéressant, celui de sa hauteur. Bon, on le reconnaît évidemment, c'est bien lui, c'est notre homme là avec son chapeau colonial, son casque colonial, ces deux grands poissons et son socle. Et l'autre élément intéressant, c'est qu'il est coloré. Donc le corps est blanc et les poissons sont noirs. Et puis alors il y a ce fameux socle qui, sur les images que nous avons dès 1929, ne présente plus aucun décor. Donc un contraste noir-blanc qui n'est pas surprenant aux îles Salomon, c'est vraiment l'harmonie habituelle, hein, qui a d'ailleurs donné son titre à
à la belle exposition qui a eu lieu il y a quelques années au Quai Branly, l'éclat des ombres. C'était un petit peu cette idée voilà, des contrastes entre le bois brun et la nacre blanche. C'est une esthétique propre au Salomon. Donc voilà l'objet. Alors où se trouve-t-il? Eh bien, il se trouve dans un bâtiment qu'on appelle l'Aofa, Aofa en langue Owa, ou Custom House, autrement dit maison coutumière, maison cérémonielle en pidgin. Et cette Custom House, c'est en fait un hangar à bateaux, mais pas n'importe quel bateau, ce sont des pirogues qui servent non seulement à la pêche à la bonite, donc ce fameux tonidé qui est extrêmement recherché dans ces régions, qui servent aussi à l'initiation à la pêche à la bonite pour les jeunes hommes, enfin les jeunes garçons en fait, qui passent ainsi de l'âge d'enfant à l'âge d'homme, et qui sert aussi de reliquaire aux crânes qui sont au crâne de chef et au crâne d'hommes qui sont sacrifiés lors des chasses au crâne. Donc c'est un lieu extrêmement sanctuarisé en fait, et donc tabou, interdit aux femmes. Ce poteau, notre poteau, celui de la Fondation, il a un frère ou une sœur presque jumelle qui est au musée des cultures de Bâle. Même dimension, même type de sculpture, quasi même iconographie. Alors, cette statue, on sait exactement comment elle est arrivée à Bâle. En fait, c'est le même Eugène Paravicini qui, en 1929, a pris ou a emporté pour le musée de Bâle cette statue. Et donc, alors, il y a évidemment des différences iconographiques, notamment au niveau du couvre-chef. Là, on a un casque colonial avec une jugulaire. Ici, on a plutôt, alors, ce que moi j'interprète comme un casque à pointe. Hein, vous voyez que le casque est un peu plus écrasé, qu'il y a une espèce de pointe là. Et puis, il y a des paragnathides, là, le long des joues. Alors, il y a ces deux mêmes croissants de lune imbriqués, mais là, nous avons le motif de l'oiseau frégate. Hein, le motif de l'oiseau frégate, qui est un oiseau qui signale aux pêcheurs de thon la présence de poissons. Alors, même type de parure d'oreille, même type de pectoral, même brassard, mais au lieu d'avoir deux grands poissons dans les mains, il a ce que l'on a identifié comme une massue de danse, donc qui était utilisée lors des initiations. Alors, même socle, mais là, on voit encore ces losanges foncés probablement sur fond blanc. Et puis, à l'arrière, il a un requin placé verticalement. Revenons à notre photo faite par l'accompagnateur, le documentariste de Jack London. Et plongeons notre regard dans l'obscurité de l'Aofa. Que voit-on là? Eh bien, moi, je crois que c'est le socle de la statue qui est aujourd'hui à Bâle. Donc, en fait, nous aurions dans la même ligne, donc comme soutenant la poutre faîtière du toit de l'Aofa, d'un côté la statue qui est aujourd'hui à la Fondation, et de l'autre côté, nous aurions, faite par le même artiste, cette statue qui est aujourd'hui au musée des cultures de Bâle. Et ça m'amuse de penser que 100 ans plus tard, les deux statues se retrouvent dans le même pays, à quelques centaines de kilomètres l'une de l'autre. Alors,
maintenant, la question c'est qui sont ces personnages? Eh bien, ce sont ce que l'on appelle, on peut soit revenir à la précédente, voilà, ce sont des ataros. Les ataros, ce sont des êtres divins qui sont un peu maîtres des éléments marins. Donc non seulement comme les dieux grecs, alors si on permet une comparaison avec les dieux grecs, ce sont des entités divines extrêmement susceptibles qui peuvent changer de comportement, d'attitude vis-à-vis des hommes extrêmement rapidement. Ils peuvent être très bienveillants et puis très rapidement, ils peuvent susciter des phénomènes marins très, très désagréables. Et donc, dans leur côté agréable, c'est eux qui vont guider les bancs de poissons, les bancs de petits poissons, vers les rives. Et ces bancs de poissons, ils vont être repérés par les oiseaux frégates qui vont les signaler aux hommes. Donc, les hommes observent ces vols d'oiseaux frégates et évidemment, les petits poissons vont attirer dans leur sillage les gros poissons. Parmi ces gros poissons, il y a les thons, la bonite, hein, ces bonites qui sont recherchées par les gens de ces îles pour l'alimentation. Mais il y a également les requins. Les requins, ils aiment à la fois les bonites et ils aiment évidemment aussi les hommes qui tombent dans l'eau lorsqu'ils pêchent, parce que c'est une pêche extrêmement risquée. Et donc, ces ataros, eh bien, il faut se les ménager, se les concilier. Et donc, la tradition est de construire, quand on fait une maison cérémonielle, on sculpte des poteaux à l'effigie de ces entités divines et il y a un rituel où on va les appeler par leur nom pour à nouveau se les concilier et pour qu'ils restent, non seulement que leur présence, qu'ils restent dans ce lieu tabou et qu'ils continuent à favoriser les pêches. Alors, ces maisons cérémonielles dont on a vu un exemple tout à l'heure, ce sont des maisons qui servaient non seulement à abriter les pirogues pour la pêche à la bonite et les chasses au crâne, mais également qui servaient de lieu où les initiations des jeunes hommes, des jeunes garçons se terminaient. Alors, cette statue et celle-là aussi, finalement, ce sont des objets ethnographiques ou archéologiques qui, on le voit, ne posent aucun problème du point de vue de la provenance. Hein. Tout ça est très bien documenté et encore on fait des découvertes nouvelles qui, finalement, complètent la biographie de ces objets. Alors, il n'en va pas de même, malheureusement, pour tous les objets ethnographiques ou archéologiques. Et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à la question des œuvres orphelines, parce que c'est vraiment un gros problème pour toute une série de personnes qui sont à leur contact. Ma situation à la fois d'archéologue et de conservatrice d'une collection privée qui m'a permis de rencontrer d'autres collectionneurs que M. Gandur et que j'ai entendu des collectionneurs qui se plaignaient d'avoir des objets dans leur collection qui n'avaient pas d'archives et qu'ils n'osaient pas vendre, qu'ils n'osaient pas montrer et donc qui restent soit dans leur collection privée et qu'ils ne montrent à personne et qui donc échappent en quelque sorte à la publication, à la visibilité en fait. Et bon, voilà, donc j'ai entendu ces collectionneurs et les problèmes que leur posent ces œuvres orphelines. Alors évidemment, il y a le problème des œuvres qui sont dans des familles, qui sont dans la possession de familles ou dont des personnes héritent
pour lesquels il n'y a pas d'archives. Et puis, il y a un cas un peu différent qui est celui d'objets qui ont un pédigré, donc qui ont une biographie, et dans lequel la biographie desquels il y a des trous noirs, hein, des trous, soit au milieu de la biographie, on ne sait pas par qui l'objet est passé, ou alors plus grave, voilà, il y a un trou noir au début de l'histoire. Et évidemment, ce qui est problématique, c'est quand ce trou noir se situe entre 1980 et 1970, par exemple, date de la Convention UNESCO. Donc, ces objets sont vraiment très, très problématiques et donc problématiques pour tout le monde, problématiques pour les gens qui les possèdent, qui veulent les vendre, problématiques pour les marchands, problématiques aussi pour les chercheurs. Et moi, en tant qu'archéologue, j'ai parfois eu des difficultés à publier des œuvres pour lesquelles on n'avait pas une biographie complète. Parce qu'on est tout de suite soupçonné d'essayer de blanchir des œuvres qui sont issues du trafic illicite. Alors, et donc ça, c'est vraiment dommageable. C'est dommageable pour tout le monde et je dirais surtout pour les objets, parce que les objets, encore une fois, ils ont tous quelque chose à dire, ils ont tous quelque chose à dire de l'histoire, ils ont tous quelque chose à apporter. Et donc, ils doivent avoir une forme de visibilité. Et donc, les personnes qu'il faut convaincre que toutes les œuvres sans archives ne sont pas forcément issues du trafic illicite, eh bien, ce sont les douanes et puis les magistrats, parce que, in fine, c'est eux qui décident de leur sort, en fait. Bon. Donc, réfléchissant à tout ça, j'ai convaincu Jean-Claude Gandur d'organiser un colloque sur ce sujet et pour ce faire, je me suis entourée de deux personnes très compétentes dans le domaine. Il y avait Marina Schneider qui est la dépositaire de la Convention Unidroit de 1995, donc la convention qui impose à l'acheteur un devoir de diligence. Et puis, je me suis entourée de Marc-André Reynolds, qui est un avocat spécialisé dans des questions de droit de l'art et qui était titulaire de la chaire UNESCO de droit de l'art à l'Université de Genève. Et donc, ensemble, nous avons organisé ce colloque en février 2021. Donc, nous espérions faire rencontrer des gens, mais en fait, on était en plein Covid. Donc, ce colloque s'est réalisé quand même largement par Zoom, ce qui était un peu dommageable parce que je pense que ça aurait été mieux si on avait pu vraiment échanger et se rencontrer. Mais en tout cas, l'idée, c'était de mettre autour d'une table les différents protagonistes, c'est-à-dire des historiens qui ont l'habitude de travailler sur le collectionnisme, par exemple, au XIXe siècle, et qui sont confrontés justement à ces questions de est-ce que tous les collectionneurs de l'époque étaient comme ça habités par l'idée des preuves. Bon. Et puis nous voulions aussi rassembler des juristes, bien sûr, amener aussi autour de la table des gens des douanes, des conservateurs de musées, l'ICOM, et puis bien sûr des collectionneurs. Et surtout amener des marchands qui sont confrontés à des questions d'œuvres sans provenance et montrer comment ils font pour finalement trouver des provenances ou voilà, comment ils gèrent ces questions. Donc, il est résulté de ce colloque des actes, un livre qui a été publié au dernier jour de l'année 2023 et dont vous avez ici la couverture. Alors, pour vous dire rapidement de quoi il s'agit, donc un livre en 4 parties, avec dans la première partie, finalement, nous avons laissé les historiens parler, donc des historiens
qui travaillent sur le 19e, 20e siècle, nous donner quelques cas d'exemples. Finalement, à l'heure où on ne parlait pas du tout de pédigré et de biographie des objets, est-ce que l'achat compulsif du collectionneur s'accompagnait toujours de preuves d'acquisition? Était-il systématiquement noté dans un inventaire? Non, pas forcément, et ça c'est un élément important, je pense. Donc l'idée c'était, dans cette première partie, de remettre un peu le processus d'acquisition en contexte. Alors dans la seconde partie, nous avons donné la parole à des marchands et à des professionnels de musée qui vont montrer à travers quelques cas précis la difficulté, dans certains cas, de la recherche de provenance, en mettant l'accent sur l'acquisition, par exemple, dans le passé, d'œuvres sans archives par des collectionneurs qui ensuite ont légué leur collection à des musées. Troisième partie, nous avons envisagé quelques cas concrets où des solutions ont pu être trouvées. On a parlé par exemple de la Grèce de l'entre-deux-guerres et des dispositions légales qui ont permis de légaliser en quelque sorte des objets qui provenaient de fouilles clandestines, et donc qui a permis de de les montrer en fait. On a aussi parlé d'une œuvre alors qui n'est pas vraiment une œuvre archéologique, c'était le cas d'un tableau de Gustave Courbet qui avait été légué au canton du Jura par un collectionneur et pour lequel il n'y avait pas du tout d'archives. Et ce tableau a pu être finalement intégré aux collections après une due diligence et un processus d'authentification. Et on a aussi évoqué, cas très différents, le cas des débuts du musée de Beyrouth. C'est quelques exemples qui nourrissent un peu la réflexion de la troisième partie de notre ouvrage. Et qui, pour moi, sont autant d'exemples qui montrent qu'il devrait y avoir des solutions pour ces œuvres orphelines. Il faut juste de la créativité et il faut s'adapter à chaque type d'œuvre orpheline. Et donc, il faudrait pouvoir les faire sortir de la zone grise dans laquelle elles sont. Et puis, finalement, la quatrième partie, nous avons donné la parole aux personnes de loi, aux gens de loi. Donc, quel est le statut à l'heure actuelle des œuvres orphelines? Comment l'ICOM et comment les douanes se positionnent par rapport à ces œuvres? Voilà un peu l'esprit de l'ouvrage. Encore une fois, ni mes collègues ni moi n'avons eu l'intention, en faisant ce colloque, d'apporter des solutions toutes faites. On voulait juste faire prendre conscience que ces œuvres-là, elles sont vraiment très problématiques et que le problème risque d'amplifier avec le temps. Donc il y a urgence à trouver une solution pour protéger ces œuvres et pour les rendre visibles. Voilà. Bon, je vous remercie et voilà.